Alors bonjour, on va parler avec Alison qui a un projet parce qu'il y a des relations toxiques et vous avez peut-être des relations toxiques. Et ben, cette personne, Alison, va peut-être pouvoir vous aider. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans cette vidéo pour avoir des solutions ensemble. Je m'appelle Alison, je suis à la base travailleur social. Je fais ce métier depuis 11 ans et j'ai eu envie de changer un peu mon parcours, de changer un peu la dynamique et le coaching est devenu voilà, une réorientation presque naturelle pour moi. Et pourquoi les relations toxiques? Parce que j'ai moi-même vécu pendant 10 ans de la violence conjugale psychologique, suivie de harcèlement. Et c'était une bonne façon pour moi de donner du sens à mon parcours parce que j'ai eu la chance, contrairement à peut-être certaines personnes qui nous regarderont dans cette vidéo, j'ai eu la chance de me reconstruire assez rapidement. Et si je peux permettre à des femmes, parce que du coup, mon choix s'est porté principalement sur l'accompagnement de femmes, si je peux leur éviter de passer des années à se torturer pour se reconstruire et à vraiment franchir ce cap-là de la reconstruction, alors voilà, moi je suis partante. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans ce projet-là. Et du coup, Alison, quels sont les signes qui permettent de détecter quand tu es dans une relation toxique ou pas? Alors, la première chose qui pour moi est plus qu'évidente, alors je parle principalement du couple, mais bien évidemment, les relations toxiques, on les retrouve dans n'importe quel domaine de la vie, famille, travail, amis, voilà, c'est. Ouais. Mais moi, je parle du couple parce que c'est ce que j'ai connu, donc je parle principalement de ce que je connais. C'est quand tu es mal à l'aise ou stressé en présence de ton conjoint. Parce que on est d'accord, quand tu es en couple, t'es pas censé te sentir stressé quand tu es avec ton chéri ou ta chérie. Non. Non, on est d'accord. Donc, à partir du moment où tu commences à te poser des questions sur ce que tu dois dire, sur ce que tu dois faire, si tu as le droit de lui demander telle ou telle chose, parce que tu crains que si tu poses telle question, ça amène une petite crise dans le couple. Et bien là, il y a un petit signe, à mon sens, à avoir en tête, parce qu'on ne devrait pas être mal à l'aise et devoir changer son comportement quand on est en présence de l'autre. Faire des compromis, s'adapter, c'est une chose. Changer qui on est pour l'autre, pour éviter une crise, là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Deuxième chose, c'est quand on est de plus en plus isolé par rapport à ses amis et sa famille, je sais pas, ta copine te dit « Ah non, mais j'aime pas Pascal, j'aime pas ses valeurs, il parle mal, puis il t'embarque toujours dans des histoires, non, mais ça me plaît pas, va pas le voir, etc. » Et puis ça se produit une fois, ça se produit 2 fois, ça se produit 3 fois. Et au final, tu te rends compte que Pascal, tu le vois plus tant que ça. Et puis tu te rends compte que finalement, il n'y a pas que Pascal. Il y a aussi Michael, Jean-Philippe, et j'en passe. Et tu te rends compte qu'au final, tu n'as presque plus de relations amicales, alors qu'avant, tu avais une vie sociale plutôt normale, voire plutôt importante. Donc ça, c'est un deuxième signe. C'est valable aussi pour ta famille. Tu vois moins en moins tes parents, tes frères et sœurs. Voilà, ça aussi, c'est des signes. Un isolement social et familial. Et troisième chose, c'est la dévalorisation par la critique. C'est très insidieux parce que ça peut être très subtil au départ, mais quand c'est fait de façon persistante et chronique, là, il faut aussi être un peu alerté. Quand, je sais pas, tu reviens à la maison, tu as passé une super journée au travail et puis tu as eu une promotion. C'est top une promotion, tu as envie de partager ça avec l'autre. Et l'autre vient te dire, ouais, mais je suis sûre qu'en fait, ta boss, elle a envie d'autre chose. Elle t'a accordé ta promotion, mais pas parce que tu as bien bossé. C'est qu'il y a autre chose derrière. Ça vient dévaloriser tout ce que tu sais faire, toute ta qualité en tant qu'employé, si tu es salarié, qui a permis cette promotion. En fait, toute ta réussite, tout ce qui fait que tu es toi, est dévalorisé. Tout vient être dévalorisé et ça vient toucher la confiance en soi. On finit par se dire, mais en fait, je vaux pas grand-chose, je suis pas très douée, voilà. Et quand on commence à avoir cette sensation-là et ces idées-là, effectivement, il faut avoir aussi un petit signal d'alerte dans la tête.
C'est les 3 grands principaux hein, qui me viennent en tête comme ça. Mais vraiment, il faut avoir ces signaux-là. Alors, attention, je précise parce que ça, c'est quelque chose qui peut être un raccourci qui peut être très vite fait. C'est pas parce qu'on se dispute dans un couple qu'on est avec quelqu'un de toxique. Parce que ça aussi, on peut vite penser que parce qu'on se dispute, l'autre est pervers narcissique. Alors ça, je l'entends, je le lis très souvent, mais non, tous les hommes ne sont pas des pervers narcissiques. Pour l'avoir vécu, c'est quand même très, très spécifique. Mais voilà, on peut être en désaccord avec l'autre, on peut se disputer, mais ça n'est pas forcément une relation toxique. C'est simplement des désaccords de couple lambda et qui sont très communs. Mais quand on a une multitude de facteurs comme ça qui se cumulent, c'est là où effectivement il faut se poser la question de, est-ce que cette relation n'est pas toxique pour moi? À partir du moment où je dois me changer pour convenir à l'autre, où je suis mal à l'aise en sa présence et où je suis tout le temps critiquée. Du coup, respecter ses besoins, c'est quand même primordial en fait dans un couple. Exactement. L'écoute et la communication sont principales dans un couple parce que on peut ne pas être d'accord avec l'autre. Il est écrit nulle part que dans un couple, il faut être d'accord sur tout. Sinon, ça serait chiant. On est d'accord. Donc, c'est important d'être à l'écoute de l'autre. En fait, dans un couple, il faut trouver un équilibre entre soi, ses besoins personnels, ses besoins individuels, sa vie sociale personnelle, sa vie intime, intellectuelle, émotionnelle et le couple. Mais on a tendance à penser que quand on est en couple, il faut qu'on fasse fusion. On reste 2 entités bien distinctes. Et donc, écouter ses besoins, savoir dire non, savoir dire stop, savoir dire moi j'aimerais plutôt qu'on fasse ça plutôt que ça. Voilà, c'est une façon de respecter ses besoins, mais aussi de respecter celui de la personne qu'on a en face. À partir du moment où on dévalorise tout le temps l'autre, où on fait passer ses besoins avant l'autre, où on rabaisse l'autre pour se revaloriser soi, c'est forcément déséquilibré et c'est forcément nocif pour l'un des deux. Partager, parce que peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont besoin, même si c'est peut-être pas vous, peut-être que vous connaissez des gens qui en ont vraiment besoin, donc partagez la vidéo, que ce soit pour Alison, et comme ça, pour aider des gens en fait, parce qu'on le fait pour aider des gens qui nous correspondent. C'est de la valeur, transmettre et aider un maximum les personnes, ouais, c'est le but. Exactement. Donc, aidez-nous à aider des gens. Merci les gars. Partagez. Merci les filles, bien sûr. Et merci les filles, oui. Le trait de ma personnalité, ça se verra très certainement dans la vidéo, c'est que je suis tout le temps en train de sourire. Voilà, j'ai un optimisme à toute épreuve, voilà, et beaucoup de persévérance et de détermination, et je pense qu'il en faut quand on vit des violences conjugales. Donc voilà, c'est aussi ce que j'essaie de transmettre à mes clientes. Et Alison, comment on fait pour se reconstruire d'une relation toxique? Comment toi, t'as fait en fait? Alors, première chose, c'est dans la mesure du possible, et je sais que c'est pas toujours évident parce que une grande partie des femmes ont des enfants avec leur conjoint qui est toxique ou avec lequel elles ont vécu une relation de violence conjugale, c'est le no contact, c'est-à-dire de couper les liens avec la personne. Alors, c'est pas toujours évident quand il y a des enfants au milieu parce qu'on est obligé de communiquer pour l'école, pour la santé, etc. Et de limiter un maximum ces contacts-là, ça se préserve d'un maximum de stress et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Deuxième chose, c'est se resocialiser parce qu'on a été souvent très, très isolé pendant des mois, voire des années, coupé de sa famille, coupé de ses amis. Et on aurait tendance à avoir honte de parler de son histoire ou de retourner vers des personnes qui connaissent notre histoire mais qui nous ont tourné le dos parce que impuissantes, forcément. Mais il ne faut pas hésiter vraiment à renouer du contact avec des gens, avec la réalité, parce que pendant des années, on a vécu dans une espèce de bulle qui n'est pas la réalité en fait. Donc ça, c'est important. Les émotions.
Les émotions, c'est un peu mon cœur de bataille, les émotions, parce que en tant qu'hypersensible, du coup, c'est quelque chose que je dois travailler tous les jours. Et ça passe par une bonne connaissance de soi. Et ça, c'est vraiment une des choses que je travaille en premier lieu avec mes clientes. C'est vraiment une connaissance de soi, c'est-à-dire de ses émotions, donc comprendre ce qu'on ressent. Notre corps est un bon messager pour ça, de comprendre quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs, se reconnecter à soi, c'est-à-dire se défaire de l'image que la personne toxique a voulu nous coller. Souvent, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez joli, on n'est pas assez efficace, on fait pas assez de choses à la maison, et j'en passe. Du coup, on a tendance à avoir une image déformée de soi. Et donc, se reconnecter à soi, à ses émotions, à qui on est, c'est important pour pouvoir bien se reconstruire par la suite. Et puis, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Alors, peu importe, je suis pas là pour vendre ma paroisse. Il n'y a pas que le coaching et heureusement, il n'y a pas que le coaching. Moi, ça a été un très bon moyen pour me faire décoller et vraiment propulser ma reconstruction. Ça a été ce qui m'a été le plus efficace pour moi. Mais il y a les thérapies classiques, il y a l'hypnose, tout un tas de thérapies et d'approches très diverses et variées. Mais pourquoi on a été vers une relation toxique? Souvent, il y a des blessures d'enfance. Pour ma part, c'était vraiment de la dépendance affective qui m'a fait rester 10 ans avec cette personne. C'était la peur d'être seule. Et donc, quand on travaille vraiment sur ces points-là, du coup, on arrive plus facilement à se reconstruire. Mais encore faut-il accepter de se laisser bousculer sur ces points où on a tendance à pas trop vouloir aller en général parce que c'est assez douloureux. Pour pouvoir se reconstruire, il faut passer par cette phase un petit peu d'inconfort, de souffrance, même si le mot est un peu fort, mais c'est important pour pouvoir bien se reconstruire. D'accord. Et du coup, toi, tu penses pouvoir aider à reconstruire les gens, les accompagner en fait? Oui, parce que déjà d'une part, j'ai vécu ça, donc je sais un peu les questions qu'on se pose, je sais les émotions par lesquelles on passe. Je prends un exemple très révélateur. Il y a 1 an, jour pour jour, quasiment, j'ai été déclarée par les médecins en état de stress post-traumatique. Est-ce que j'ai l'air toujours en état de stress post-traumatique? Non, absolument pas. Donc, c'est preuve que on peut se reconstruire si on va aller chercher vraiment les points à travailler. C'est ça ce que je propose dans mes coachings. C'est-à-dire que je demande à mes clientes si elles sont déterminées à bousculer leurs repères, bousculer leurs croyances, bousculer leurs certitudes, de se mettre dans une zone d'inconfort qui va devenir de nouveaux repères pour elles et faire révéler ce qu'elles sont en fait. Elles ont oublié ce qu'elles étaient et elles pensent qu'elles ne le sont plus alors que c'est juste en dormant, ça demande juste à se réveiller. D'accord, donc toi tu peux réveiller ça chez les personnes. Donc c'est possible. Oui. C'est possible de sortir. C'est possible, à condition qu'on accepte, encore une fois, alors je parle du coaching plus précisément. Le coaching, c'est une co-construction. C'est comme si moi, j'apportais mon regard extérieur, mon expérience aussi, mais elle n'est pas là pour faire foi. Et on pose des questions. Et les questions sont censées amener la personne à se dire « Ah oui, là, je viens de comprendre quelque chose. Je viens de comprendre pourquoi je fonctionne comme ça. » On amène juste la personne à faire émerger les réponses qu'elle a déjà en elle, mais qu'elle n'arrive pas à faire émerger par elle-même. On est un peu comme un miroir qui va interagir avec la personne. Et poser les bonnes questions. Après, on a aussi des exercices un peu plus spécifiques liés au coaching, mais la base, c'est vraiment poser des questions. Dire, j'ai peur d'être seule, mais pourquoi tu as peur d'être seule? Pourquoi? C'est une grande question. Si on ne répond pas à cette question, on continuera à avoir peur d'être seul. Et du coup, tu crois que dans les difficultés, des événements de ta vie que tu as eu, un chaos dans ta vie a pu t'offrir des opportunités? Alors, je vais dire une chose que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos où j'ai pu parler de mon histoire et de ce que je fais. Ça peut choquer, mais c'est pas grave, je l'assume complètement. Moi, aujourd'hui, je suis reconnaissante de ce que j'ai vécu. J'ai une gratitude énorme pour ce que j'ai vécu. Pourquoi? Parce que ça m'a créé un électrochoc. Je suis partie il y a 2 ans et demi à peu près. Et je n'ai jamais fait autant de choses en 2 ans et demi que de toute ma vie.
J'ai fait un tri phénoménal dans mon entourage. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai fait des expériences que je n'aurais jamais pensé faire. Je me suis lancée dans le coaching. J'ai développé un site internet. Je me forme. Je fais des interviews. Je fais des lives. Je fais tellement de choses mais merci de m'avoir fait vivre ça parce que sans cette épreuve-là, alors je dis pas qu'il faut vivre des violences conjugales pour aller bien. Attention, c'est pas du tout le sujet. Mais l'idée, c'est que peu importe ce qu'on vit dans notre vie, ça reste un chapitre de notre vie. Moi, ces violences conjugales, c'est 10 ans de ma vie. Alors, on pourrait se dire, waouh, c'est énorme, c'est un tiers de ma vie, j'ai 33 ans, finalement, j'ai passé un tiers de ma vie à subir quelque chose d'horrible. Oui, mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Soit je peux faire comme la plupart des gens, ruminer, ressasser, me dire mais c'est horrible, me cantonner à ce rôle de victime, ou alors m'en saisir et me dire bon bah qu'est-ce que j'en fais de ça maintenant aujourd'hui? Qu'est-ce que ça m'apprend? Et c'est là où moi j'aime accompagner les femmes parce que à partir du moment où elles se disent qu'est-ce que j'en fais et j'ai envie d'en faire quelque chose de positif, bah, c'est là où j'aime les accompagner parce que c'est là où il se révèle tellement de belles choses pour elles que c'est un vrai plaisir pour moi de les accompagner. Donc c'est ça, on n'est pas que des victimes de ce que l'on subit, peu importe que ce soit violence conjugale ou autre. Ce sont des épreuves qui nous apprennent forcément quelque chose sur nous, sur la vie ou sur les gens qui font partie de notre vie. Comment ça se fait que toi, Alison, tu as réussi à prendre cette décision? Il y a des femmes ou des hommes aussi peut-être qui sont dans des relations toxiques et qui ont du mal à passer le cap en fait. Est-ce que c'est un truc De que... dire stop, de partir. Non mais tu sais, t'es tombé et au final, tu as pris la décision que non, c'était une opportunité pour toi d'être tombé et de pouvoir te relever. Tu vois? Est-ce Bah, que c'est une question de point de vue, c'est une question de perspective. Euh, je replace dans le contexte il y a 2 ans. Voilà. Je suis arrivée à un carrefour de ma vie et j'avais 2 options parce qu'on a toujours le choix entre 2 choses. Être victime ou être ce qu'on appelle plus vulgairement une survivante. On peut ruminer ou on peut apprendre. On peut fuir ou on peut affronter. Enfin voilà, on a toujours le choix entre 2 choses. Moi, j'avais un carrefour. Soit je continuais à me lamenter, à me dire ah là là, mais quelle vie pourrie, et à rien faire. Ou alors je prenais le choix de reprendre ma vie, de me lancer dans l'inconnu et de voir où ça allait me mener. Mais il faut avoir conscience que nos choix impactent ce que l'on va vivre. On ne peut pas attendre qu'il y ait du changement dans notre vie si on ne provoque pas ce changement. On peut se dire, ouais, moi j'ai envie de me reconstruire, mais si on ne fait pas le choix et si on ne se met pas en action, il ne se passera rien en fait. Ça ne veut pas dire que c'est facile, attention. C'est un chemin qui est compliqué. Mais le premier pas est le plus difficile. Le premier pas de dire je sors de ma zone de confort, j'ose aller vers l'inconnu. Et en fait, c'est pas l'inconnu. On met un pied dehors pour revenir un peu plus vers soi. Parce que la clé est un peu à l'intérieur de soi au final. On a tous la clé en nous, tous. Toutes les solutions se trouvent en nous. Et des fois, du coup, à chercher le bonheur à l'extérieur ou à chercher des choses à l'extérieur, c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez comblé à l'intérieur. Alors, c'est le principe des dépendants affectifs notamment. Ils ont un puits sans fond, enfin j'étais comme ça aussi, à aller chercher en permanence à l'extérieur quelqu'un qui allait venir combler ce vide. Sauf que c'est une histoire sans fin. Parce que on cherche toujours quelqu'un pour combler et c'est jamais assez parce que c'est le principe du je te donne le doigt, tu prends la main, puis finalement ça s'arrête jamais. Et en fait, il faut trouver pourquoi déjà on a ce besoin-là. Souvent, c'est un manque de confiance, souvent c'est dans l'enfance, on a manqué d'affection, d'attention. Et en fait, il faut s'apporter ces choses-là. Mais pour s'apporter cet amour-là, il faut bien se connaître. Il faut écouter ses émotions, il faut les exprimer, il faut connaître ses besoins, il faut connaître ses valeurs et les nourrir. Il faut avoir cette pensée positive. C'est dur, c'est un exercice au départ, mais ça finit par devenir une habitude. Du coup, toi, tu penses que tu peux aider les gens à retrouver leurs besoins, leurs valeurs et en fait se retrouver eux-mêmes pour qu'ils puissent grandir et être
autonome parce que on a envie de se faire coacher, mais on a envie aussi de retrouver notre autonomie et notre pouvoir, je trouve. Oui, alors dans mon site, il y a une citation, alors je la connais pas par cœur, mais en gros, c'est je suis pas là pour porter les gens sur mon dos, je suis là pour leur apprendre à servir de leurs ailes. Et c'est ça, en fait, le principe. C'est de les aider à déployer leurs ailes, à prendre leur envol. Parce que on a tous cette capacité de résilience. Moi, j'aime beaucoup ce terme-là. Et Boris Cyrulnik qui dit la résilience, ce n'est pas guérir, c'est vivre avec. Et les gens ont tendance à vouloir absolument guérir, absolument vouloir oublier, alors que c'est pas possible. Et plus on essaie d'oublier quelque chose, et moins on y arrive d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment apprendre à vivre avec ce qu'on a vécu comme épreuve, quelle qu'elle soit, et vraiment essayer d'en tirer quelque chose de positif. Qu'est-ce que ça m'apprend là, tout de suite, maintenant? J'ai été capable de dire stop déjà. Je suis partie, et ça, c'est pas rien. Elles ont tendance à le minimiser, mais c'est énorme comme décision. Je l'ai vécu, je le sais très bien. Dire stop, prendre ses valises, ses enfants et partir, mais c'est un acte tellement fort. Et ça, c'est important de le dire. C'est le premier acte qui est d'une importance capitale et elles ont tendance à l'oublier. Et puis remettre du plaisir dans sa vie parce qu'on en a été privé et c'est important d'en remettre dans sa vie. Car chaque petite action est au final important. Les petites décisions qu'on prend et au final, ça bouleverse en fait totalement notre vie, quoi. C'est ça. Alors justement, on en parlait avant de commencer la vidéo. Le post que j'ai fait aujourd'hui, c'est ne t'attends pas à changer ta vie en 24 heures. 24 heures, c'est vrai que c'est rapide, hein. C'est rapide, mais en 24 heures, si tu poses une action, je sais pas, tu as envie de te sentir bien aujourd'hui, bon, allez, tu vas te faire, je sais pas, une petite session de musique ou aller te faire une balade, tu as un plaisir immédiat. Ça, c'est cool. Ça demande pas trop d'efforts, c'est sympa et t'es bien. Deuxième temps, c'est un effort sur du moyen terme. Tu veux te remettre en forme, va falloir que tu fasses un peu de sport. Tu vas apprendre une langue étrangère, bon, bah voilà, il va falloir que tu sois un peu assidu sur l'apprentissage de la langue. Ça demande un peu d'effort, mais pas trop. Et là où on attaque vraiment dans le vif du sujet, c'est sur la troisième étape, c'est tous les efforts que tu as en différé. Donc pour changer de vie, il faut que tous les jours, tu appliques quelque chose de nouveau, une action, une pensée positive, une mise en inconfort pour sortir de sa zone de confort, pour avoir les objectifs, mais qui sont à long terme. Changer de vie, se révéler, se reconstruire, ça se fait pas en 24 heures, ça se fait pas en 2 semaines. Moi, je fais des accompagnements sur 3 mois parce qu'en 3 mois, je vais pointer tous les domaines de la vie et réinjecter du positif dans chaque domaine de la vie et faire réfléchir la personne sur chaque domaine de sa vie. Pour qu'au bout de 3 mois, elle se dise, voilà, je sais qui je suis, quelle femme je suis, je sais ce dont j'ai besoin, je sais quelles sont mes limites, je sais de qui je veux m'entourer pour avoir un bon environnement. Et maintenant, j'explose tout. Comme c'est quelque chose que tu as vécu et que tu le comprends très bien, c'est ce que tu vas pouvoir vraiment en fait retransmettre. C'est pour ça que tu cibles peut-être plus les femmes. Oui, et puis c'est une sensibilité personnelle. On peut pas accompagner tout le monde. J'avais vraiment cette sensibilité, plutôt sur les femmes. Et du coup, on l'a pas dit en amont, mais je le dis maintenant. C'était la petite surprise de fin de vidéo. C'est la possibilité de réserver un appel. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place parce que je trouve que c'est important de pouvoir échanger de vive voix. L'écrit, c'est bien, mais le contact par téléphone ou par vidéo aussi, ça peut être possible, comme on le fait là. C'est un bon moyen de pouvoir faire un point à l'instant T. Donc, je ne sais pas si tu as un doute sur ta relation ou si tu sais que tu es dans une relation toxique. Si tu en es parti et que tu veux faire un point à l'instant T, c'est un bon moyen. Voilà, cet appel gratuit dure 45 minutes et on fait un peu un point ensemble. Je pose quelques questions. Des fois, ça vient un peu piquer des choses. Et puis, au terme de l'échange, si la personne souhaite travailler avec moi, on voit l'accompagnement qui lui correspond le mieux. Et puis, on se lance. Merci d'avoir partagé ton histoire, ton projet. Et puis, j'espère que tu vas pouvoir aider plein de gens qui ont des relations comme ça. Et n'hésitez pas à aller sur le site internet qui est magnifique, une pépite. Et je te souhaite une très belle journée. Bye!